Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télé Sud. Voici les titres à la une de l'actualité. Entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les tensions montent d'un cran. Kinshasa accuse son voisin d'un acte de guerre suite à un tir de l'armée rwandaise sur un avion de chasse appartenant aux forces armées de la RDC. À Madagascar, le cyclone Shenezo continue de faire des dégâts, notamment dans le nord de l'île. Plusieurs quartiers de Majinga ont été inondés, ainsi que les routes qui les relient à la capitale, Antananarive. Et sur le terrain de la guerre en Ukraine, l'Allemagne a donné son feu vert pour la livraison de 14 chars Léopold à Kiev, ce qui devrait constituer un tournant sur le champ de bataille, une décision jugée extrêmement dangereuse pour Moscou. La tension est vive entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les deux pays s'accusent de nouveau mutuellement. Le Rwanda a accusé un avion de chasse de la République démocratique du Congo d'avoir violé son espace aérien. Kinshasa dément et dénonce des tirs rwandais dirigés vers le Congo. Retour sur les événements avec Émeric Torroignan. Au loin sur ces images, un avion de chasse frôle le pire dans le ciel de Goma. Il vient d'échapper à une frappe venue directement du Rwanda voisin, un tir en représailles à ce que Kigali qualifie de viol de son espace aérien. Mais l'accusation est aussitôt balayée du revers de main par le gouvernement congolais qui dénonce une nouvelle provocation de la part du Rwanda. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions Sukhoi 25 ce mardi 24 janvier 2023 par l'armée rwandaise. Cet avion a été attaqué pendant qu'il entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma. Les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef congolais volant à l'intérieur du territoire congolais. L'avion a néanmoins pu atterrir. Aussitôt sur le tarmac, il a été rapidement pris en charge par un dispositif anti-incendie. Mais l'incident survenu mardi a provoqué la panique à Goma. Hier, j'étais ici et j'ai entendu une forte détonation qui a fait boum. En regardant vers le ciel, j'ai vu un avion avec des flammes et de la fumée. Nous avons tous paniqué et tout le monde a fui à sa manière. Après quelques minutes, nous avons entendu que c'est le Rwanda qui voulait abattre notre avion de chasse. En novembre et décembre, Kigali avait déjà accusé des avions de chasse congolais d'avoir violé son espace aérien. Cette nouvelle escalade vient en rajouter à la tension qui existait déjà entre les deux voisins du fait du conflit à l'est de la RDC entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 que Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir. En tant qu'habitant de Goma, je pense que le Rwanda nous a provoqué de trop. Ils veulent nous montrer qu'ils sont plus forts que nous et moi je pense que s'ils veulent la guerre, notre gouvernement doit leur donner cette guerre pour qu'ils arrêtent de nous agresser. L'avion n'était pas au Rwanda, il était dans le ciel de Goma, mais ils ont voulu l'abattre. Kinshasa considère cet incident comme une énième action délibérée d'agression de la part du Rwanda. Selon les autorités congolaises, cela équivaut à un acte de guerre n'ayant que pour seul objectif de saboter les efforts en cours pour la restauration de la paix. Kinshasa a par ailleurs annoncé que des mesures défensives ont été prises sans donner plus de détails. Et face à cette escalade de violence, l'actuel président du Kenya, Uhuru Kenyatta, en qualité de facilitateur du processus de paix de la communauté de l'Afrique de l'Est pour la RDC, appelle à l'apaisement. Effervescence à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans une semaine, le pape François se rendra dans le pays jusqu'au 3 février prochain. Du côté des fidèles, l'heure est donc aux préparatifs pour accueillir le souverain pontife. Les Congolais s'attendent à un message de paix alors que le pays est en proie au conflit armé. Mathieu Nicolas. Devant la paroisse cathédrale Notre-Dame du Congo, une bannière souhaite déjà la bienvenue au pape François. Au pied de l'immeuble, les travaux de préparation avancent. Certains en profitent pour s'acheter des souvenirs à l'effigie du pape. T-shirts, calendriers et autres bibelots.
J'ai acheté ce calendrier. Je suis heureuse d'avoir l'effigie du pape à la maison. C'est une grande bénédiction pour moi et mes enfants. Il me faut porter l'effigie du pape parce que la grande bénédiction arrive. Il faut. Initialement prévu en juillet dernier, le pape François n'arrivera finalement que le 31 janvier. Sur place, l'excitation est grande. Beaucoup espèrent que le Saint-Père sera porteur d'un message de paix dans un pays où l'insécurité persiste, notamment à l'Est. Le message que j'attends du pape, c'est le message de paix. Parce que dernièrement, ici, la RDC est tourmentée par-ci, par-là. Compte tenu de la situation du pays, nous osons croire que lui va nous apporter un bon message et avec une paix durable. À partir de jeudi, un tridome de prière sera mis en place à la cathédrale de Kinshasa et une veillée débutera dans la nuit du 31 au 1er février à l'aéroport militaire de Dolo où le pape célébrera une messe. Ici, près d'1,5 million de personnes sont attendues pour écouter le pape François. 40 ans que les Congolais n'avaient pas eu la visite d'un souverain pontife. Face aux coupures d'électricité allant parfois jusqu'à 11 heures par jour, les Sud-Africains disent stop. Mercredi, à l'appel des partisans du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, des centaines de personnes sont descendues dans la rue à Johannesburg et d'autres villes du pays pour protester contre les coupures de courant. Récemment, l'annonce d'une hausse du prix de l'électricité pour renflouer les caisses d'Eskom. La première compagnie de distribution du pays a provoqué la colère des habitants. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a assuré que le gouvernement tentait de trouver des moyens d'importer de l'électricité et préparer la transition vers des énergies renouvelables. Écoutez quelques manifestants. Nous sommes vraiment fatigués de subir des délestages jour après jour et nous voulons que des mesures soient prises. Je crois qu'il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de choses que les gens proposent au sein du gouvernement, mais nous ne voyons pas d'action réaliste. C'est juste une façon de dire au peuple et au gouvernement que nous voulons voir du changement. La solution est une centrale hydroélectrique, c'est-à-dire une centrale énergétique à grande échelle construite près de l'océan et utilisant l'eau de mer comme source d'énergie. Nous produisons de l'électricité et nous rejetons l'eau dans l'océan sans la contaminer. Et les défis énergétiques sont parfois à l'origine de trafic d'êtres humains. C'est ce que conclut l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime dans un rapport. Des typhons des Philippines à la sécheresse au Ghana, en passant par des tempêtes au Bangladesh, les désastres environnementaux ont poussé des millions de personnes à fuir leur localité, faisant d'elles des proies faciles au trafic d'êtres humains. Pour arriver à ces conclusions, l'ONU s'est basée sur une collecte de données de 141 pays sur la période de 2017 à 2020 et l'analyse de 800 affaires judiciaires. À Madagascar, le cyclone Shenezo continue de frapper l'île. Plusieurs quartiers de Majinga au nord-est ont été inondés, ainsi que les routes qui les reliaient à la capitale Antananarive. En plus des inondations, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes a enregistré de nombreux éboulements et glissements de terrain. On fait le point sur la situation avec Soulas Bey. Leurs enfants sur le dos, traversant difficilement des routes inondées et impraticables, les habitants de Majinga, au nord-ouest de l'île de Madagascar, peinent à se mettre à l'abri. Le passage du cyclone Shenezo a tout ravagé, détruisant la route principale menant vers la capitale Tananarive. Le dernier bilan fait état de 4 morts, 14 disparus et près de 15 000 sinistrés. Si le cyclone continue de s'abattre chez nous, nous aurons très peur. On demande de l'aide, qu'on s'occupe de nous. Surtout nous les pauvres qui n'avons rien. Nous n'avons pas de travail pour subvenir assez à nos besoins. En plus, nous sommes nombreux à être des mères célibataires, à être infirmes et à être âgées. Les autorités locales ont mis en place des centres d'hébergement d'urgence pour accueillir les sinistrés de la plus grande île du monde, dans des conditions parfois rudimentaires. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons commencé à héberger les sinistrés depuis dimanche, au moment où il y avait de gros orages. Nous avons hébergé les gens dans ce site, qui est une école publique primaire dans le quartier. Nous avons arrangé l'hébergement des sinistrés et nous avons aussi distribué des repas. Au-delà des sinistrés, le nord-ouest de l'île Rouge doit faire face à de nombreux éboulements ainsi que des glissements de terrain. Le bilan risque encore de s'alourdir.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a inauguré la première partie de la ligne ferroviaire Blue Rail Line, l'une des 7 lignes du projet de train Lagos Rail Mass Transit, qui s'étendra sur 27 km et qui devrait permettre de transporter plus de 500 000 passagers par jour dans la capitale, Ahmed Paraizo. C'est un projet de grande envergure qui se concrétise. Lagos, la capitale du Nigeria, tente de désengorger les routes. À cette fin, l'État a lancé un grand projet urbain, le Lagos Rail Mass Transit, un réseau de 7 trains. La ligne bleue est l'une des 6 lignes de train qui s'étend sur 27 km de Marinagar à Okokomaiko. Elles sont censées mettre un peu moins de 15 minutes par rapport à un temps de trajet qui, jusqu'ici, prendrait environ 1h30 à 2 heures. Les avantages sont évidents. Cela réduira le temps de déplacement, améliorera la qualité de vie de nos citoyens et fera de Lagos l'une des mégapoles les plus résilientes, non seulement en Afrique, mais aussi en concurrence avec d'autres mégapoles du monde. Avec ses 15,4 millions d'habitants, Lagos se classe comme la plus grande ville d'Afrique et l'une des pires en termes de circulation. Sa population augmente progressivement avec des milliers de personnes qui affluent chaque année vers la ville. De quoi rendre le trafic complètement saturé. L'un des plus grands héritages a été l'élaboration d'une feuille de route globale pour l'avenir de Lagos. Une feuille de route clairement tracée pour une mégapole moderne, prospère et concurrentielle à l'échelle mondiale. Lundi, le président nigérien Muhammadu Buhari s'est rendu sur place pour inaugurer la première phase de la ligne ferroviaire Blue Rail Line, un projet largement apprécié par la population. C'est une révolution majeure au Nigeria et à Lagos. Cela s'explique par le fait que Lagos est l'une des économies florissantes du monde et que l'on s'attend à ce que des gens viennent de différents horizons, de différents pays et d'États, même à l'intérieur du Nigeria. On s'attend donc à ce qu'il y ait du trafic et tout le reste. Mais avec des révolutions comme celle-ci, avec le train, les bateaux et tout cela, je pense que c'est exceptionnel. Cette ligne ferroviaire marque une avancée sociale mais également climatique car le système ferroviaire Blue Line sera alimenté de bout en bout par de l'électricité haute tension. Le Cameroun accueille depuis ce mercredi matin le 4e séminaire régional sur la transparence budgétaire en Afrique francophone subsaharienne. Les travaux d'ouverture ont été présidés par le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazeux. L'enjeu est de permettre aux populations d'avoir accès aux informations sur la gestion des finances publiques. Chimène Baleba, Pierre Parfendongo et Sengui Joy. Après Dakar, Yaoundé est la première capitale africaine à abriter en présentiel le séminaire régional sur la transparence budgétaire en Afrique francophone subsaharienne. Ces travaux de 3 jours ont été présidés par Louis-Paul Motazeux, ministre des Finances, plusieurs institutions dont le Fonds monétaire international, l'Union européenne, l'UEMOA et la CEMAC, mais aussi des experts en provenance de 19 pays, sont présents à cette 4e édition, axée sur comment promouvoir la transparence des finances publiques par le contrôle et l'audit. Le présent séminaire arrive à un point crucial au regard des objectifs qui étaient alignés, à savoir présenter les dernières analyses en matière de transparence budgétaire pour les pays de la région, en mettant l'accent sur les contrôles et l'audit, partager les expériences régionales et nationales, les bonnes pratiques et les défis pour promouvoir la transparence à travers les contrôles et l'audit. Le système de gestion des ressources budgétaires en Afrique nécessite des améliorations. Pour plus de transparence, les États doivent faciliter l'accès à des informations fiables sur les dépenses publiques. La raison pour laquelle au niveau du Cameroun, nous éditons de plus en plus ce que nous appelons le budget citoyen, c'est-à-dire un format budgétaire qui soit accessible au plus grand nombre pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'il y a dans le budget et donc que même le public puisse faire les contrôles qu'il estime en mesure de faire sur le gouvernement. Afin de s'arrimer à ces exigences, le Cameroun s'est par exemple engagé à impliquer la société civile aux principales étapes du processus de préparation du budget. La Côte d'Ivoire sera la prochaine terre d'accueil de ces assises de haut niveau.
RCA, Malawi et Tanzanie, retour sur les principales actualités internationales avec Souilas Bailly et Noën Dong. La Cour constitutionnelle centrafricaine a validé la récente loi relative à l'organisation des référendums dans le pays. La haute juridiction a déclaré conforme à la Constitution la loi relative à l'organisation des référendums votée le 28 décembre dernier par les députés. Le président Faustin Archange Touadéra pourra donc, s'il le souhaite, consulter la population sur un éventuel projet de nouvelle constitution. Si pour les partisans du président de la République, cette nouvelle décision de la Cour est un pas de plus vers une nouvelle constitution qu'ils souhaitent, pour ses opposants, c'est un coup de plus porté aux institutions. L'épidémie de choléra en cours depuis mars 2022 au Malawi a tué plus de 1000 personnes. L'actuelle épidémie de choléra est la plus meurtrière jamais enregistrée dans ce pays d'Afrique australe. Au total, 30 600 personnes ont été infectées depuis l'apparition des premiers cas l'an dernier. En novembre, le Malawi avait reçu près de 3 millions de doses de vaccin oral de l'ONU. Une partie de la population refuse par ailleurs les traitements au nom des croyances religieuses, ce qui contribue à la propagation de la maladie. Le choléra est contracté par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par une bactérie. Il provoque généralement diarrhée et vomissements et peut être très dangereux pour les jeunes enfants. Figure centrale de l'opposition tanzanienne, Tundu Lissu est rentré mercredi de plus de 5 ans d'exil. Il doit ensuite participer à un rassemblement dans un stade de la capitale, Dodoma. C'est un signe de plus de la décrispation dans le pays. Tundu Lissu, 57 ans, est le leader du parti d'opposition Chadema. Il avait choisi l'exil en Belgique après avoir survécu miraculeusement à une tentative d'assassinat. Tundu Lissu était la bête noire du précédent président John Magufuli, surnommé le bulldozer. La présidente actuelle, Samia Suluhu Hassan, avait rencontré Tundu Lissu l'an dernier lors d'un déplacement à Bruxelles. Samia Suluhu Hassan souhaite un apaisement de la vie politique en Tanzanie. Elle a annoncé il y a quelques jours la fin de l'interdiction qui pesait sur les meetings politiques et sur la presse d'opposition. C'était une demande du Burkina Faso, c'est désormais acté. Paris va retirer ses 400 hommes déployés dans le pays et ce, dans un délai d'1 mois, comme exigé par Ouagadougou. Une situation qui rappelle la rupture de la coopération militaire franco-malienne en août dernier et qui pourrait préoccuper les pays voisins africains comme la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien en séjour en France a été reçu aujourd'hui à l'Élysée. Le Burkina Faso s'est sans doute invité au menu des discussions aujourd'hui à l'Élysée. La dernière fois que les deux hommes se sont rencontrés remonte à mai 2022 dans un contexte de tension entre le Mali et la France. Et sur le terrain de la guerre en Ukraine, l'Allemagne donne son feu vert pour la livraison de chars Léopard. Berlin va donc livrer à l'Ukraine 14 chars, ce qui devrait constituer un tournant sur le champ de bataille. Pour Moscou, il s'agit là d'une décision extrêmement dangereuse. Lorraine Mabou. Après un moment de réticence, c'est désormais officiel. Berlin va livrer des chars Léopard à l'Ukraine. L'annonce a été faite par le chancelier allemand Olaf Scholz devant le Parlement allemand. Fruit d'efforts pour soutenir Kiev, ce dénouement vise en définitive à empêcher une escalade dans le conflit. Par conséquent, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours indiquer très clairement que nous faisons ce qui est nécessaire et ce qui est possible pour soutenir l'Ukraine, mais nous empêchons en même temps une escalade de la guerre vers une guerre entre la Russie et l'OTAN. À peine annoncée, la nouvelle a provoqué l'agacement de Moscou. L'ambassadeur russe en Allemagne, Sergei Nechaïev, juge cette livraison comme extrêmement dangereuse. Le conflit pourrait, selon lui, virer vers un nouveau niveau de confrontation entre la Russie et l'Europe. Longtemps réclamée par Kiev, la livraison des chars aura pris du temps. Olaf Scholz ne voulait pas avancer seul sur cette question, lui qui a été ces dernières semaines pressé de toutes parts, notamment par l'OTAN. Faites confiance au gouvernement, faites-moi confiance. Nous continuerons à ne pas nous laisser impressionner par la pression publique et les discours tapageurs. Nous prendrons des décisions toujours pesées de manière à ce qu'elles puissent être bien représentées par leur inclusion dans la décision de nos partenaires et alliés internationaux, également pour des raisons de sécurité pour l'Allemagne et l'Europe, et non en fonction de leur effet sur l'Ukraine.
Le chancelier allemand Olaf Scholz a rappelé à plusieurs reprises qu'il n'était pas question d'intervenir dans les airs et au sol en Ukraine, une position partagée par les États-Unis. Le soutien militaire apporté à Kiev sera progressif et mesuré. Nous n'enverrons pas de troupes terrestres. Dans tous les cas, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de participation directe de soldats de l'OTAN à la guerre en Ukraine. Cela n'a pas été le cas jusqu'à présent et cela ne le sera pas non plus à l'avenir. Tout le monde peut compter là-dessus. Après l'Allemagne, c'est probablement au tour des États-Unis d'offrir à nouveau des armes lourdes à l'Ukraine. Le président américain Joe Biden doit s'exprimer mercredi sur le soutien continu à l'Ukraine, alimentant la possibilité d'une annonce de livraison de chars Abrams à ce pays. Et ces images remplies d'émotions. Avant de nous quitter en direct de Oran en Algérie, mardi soir, l'équipe de la Mauritanie a fait vivre d'intenses moments de joie à ses supporters en se qualifiant en quart de finale du CHAN. Face au Mali, les Mourabitoun ont emporté 1-0, une prouesse qui leur permettra d'affronter vendredi le Sénégal. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir. Et en attendant, continuez à vous informer sur Télésud.